On est de retour dans la grande édition de TV7 et pour cette nouvelle saison, la rédaction innove pour analyser encore mieux les sujets qui vous concernent. Chaque soir, nous vous proposons un débat d'une vingtaine de minutes avec 3 invités et je vous en parlais dans le journal. Depuis cet après-midi et jusqu'à jeudi se tiennent les journées Parasport à Talence. L'occasion de faire le point sur la situation du parasport 1 an après les Jeux paralympiques de Paris. L'héritage promis s'effrite déjà en raison notamment des coupes budgétaires de l'État. C'est donc la désillusion pour les acteurs du mouvement. Pour en parler, j'accueille ce soir Frédéric Villeroux, champion paralympique de cécifoot, éducateur sportif aussi au SAM, le sport athlétique Mérignac. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, Joël Demecq, vice-président du comité départemental de sport adapté de Gironde. Et à ma gauche, Simon Béguet, agent de développement au comité départemental handisport de Gironde. Alors, 1 an après les Jeux paralympiques, le bilan de cet héritage, il est décevant, Frédéric Villeroux ? Décevant, on va dire. Il y a des mesures. Après, on pourrait avoir mieux. Mais voilà, c'est en tout cas... c'est un moment un peu difficile, il y a une baisse, il y a encore on est quand même encore un tout petit peu sollicité, mais le pire c'est qu'il faudrait pas arrêter de nous solliciter en fin de compte. Le but du jeu, c'est que les para-athlètes, les disciplines paralympiques et sports adaptés soient de plus en plus médiatisés pour permettre à tout le monde de survivre, parce que si en fait compte on est moins médiatisé, donc on aura moins de sous, on aura moins de sponsors, moins de supporters, et donc voilà, c'est toute une chaîne qui va se démolir. Et donc là, il y a une chaîne qui a été créée. Je pense qu'il y a une niche de supporters, de sponsors, de choses à faire dans le monde du sport pour tous. Donc voilà, il faudrait plutôt élever notre niveau que de diminuer. Joël Demecq, ces Jeux paralympiques, ils ont changé le regard sur le parasport. Est-ce qu'on constate une augmentation du nombre de licenciés ? Non, malheureusement, on ne peut pas dire qu'une frappante augmentation. Bon, le sport adapté déjà peine à rentrer dans les médias. On sait bien, on a aussi une fédération et du coup qui reconstruit au niveau de l'olympisme, voilà, par rapport à ce qu'on a pu connaître à Barcelone. Et malheureusement, du coup, par manque de visibilité, on dit manque de compétiteurs, parce que du coup, il y avait à peu près moins d'une dizaine de sportifs de haut niveau qui étaient représentés aux Jeux Olympiques, dû aux baisses aussi de manque de discipline qui sont affectés. On le ressent. Alors, on ne peut pas dire que du coup, on ait une augmentation, on va dire, on va se faire maintenant du minimum, c'est qu'on n'a pas eu de baisse de sportifs. Voilà. On a eu une période aussi quand même après les Olympiques où on a quand même été sollicité par les médias pour avoir un retour qui a quand même été bénéfique, c'est sûr. Nous, cette vitrine, voilà, pour nous, c'est, on va dire, l'occasion de montrer nos athlètes et surtout de montrer les sportifs, parce que, comme je le répète à chaque fois, voilà, souvent on met en avant l'handicap, mais nous on met surtout en avant les sportifs qui sont là au quotidien, qui s'entraînent, qui essaient de performer dans les différentes disciplines qui sont proposées. Et aussi grâce aussi aux clubs qui sont nos premiers partenaires et qui sont là aussi pour nous aider au quotidien, le comité que je représente, pour pouvoir œuvrer à la discipline sportive au niveau des personnes en situation de handicap. Juste pour resituer, quelle est la différence, Simon Béguet, entre le sport adapté et le handisport, pour que les gens comprennent? Alors, on est le seul pays, si je ne m'abuse, à avoir décidé de faire 2 fédérations spécifiques pour encadrer des disciplines à destination des gens en situation de handicap. Donc, sport adapté, ça permet d'encadrer des gens qui sont en situation de handicap psychique et mental, dans toutes ces formes. Et handisport, ça concerne les gens qui veulent pratiquer des disciplines sportives qui sont en situation de handicap physique et moteur. Voilà les spécificités de chacun. Vous parliez tous les 3 des moyens. Le nerf de la guerre, c'est évidemment le budget. Il est en baisse depuis 2024 et visiblement, ça va être encore en baisse en 2026. Ça, c'est un motif d'inquiétude ? Complètement. On voit des clubs qui, dès la saison dernière, nous appellent un peu en panique en sachant que l'enveloppe de subvention baissera. Ils essayent de prévoir la rentrée de cette saison sportive qui est inquiétante pour tout le monde. Nous-mêmes, on a des comités qui nous ont demandé comment ça se passait pour nous. Alors on a de la chance, localement, on est très soutenu par le département, qui a une forte politique de nous aider en termes d'accompagnement sur les politiques de handicap. Donc ça,
Nous, on est très contents du département de Gironde à ce niveau-là. Après, oui, malheureusement, il y a des sous qui baissent, il y a des projets de développement qui ne verront pas le jour, il y a des nouveaux clubs qui n'arriveront pas cette année, peut-être pas l'année d'après, on espère l'année d'encore après. Donc voilà, il y a plein de choses qui se retardent, des choses qui sont en pause, et des choses qu'on essaye de garder en vie. Tout à fait. Frédéric Vélo, malgré cette baisse des moyens, il y a des solutions pour continuer d'attirer des licenciés dans les clubs ? Essayer de passer par les réseaux, par les médias pour communiquer en valorisant par exemple les médailles des différents sportifs qu'on a eu et des différentes disciplines qui ont remporté des médailles. Par exemple la boccia, je sais que nous au SAM on a une section boccia et voilà, on parle d'Aurélie Houbert qui a été médaillée. On parle de développer et d'améliorer cette section. Après, malheureusement, là on va parler encore de moyens. Je sais que nos sportifs, malheureusement, donnent de l'argent de leur poche pour aller en compétition. Et parce que le club, malheureusement, n'a pas les moyens pour payer totalement le déplacement des sportifs. Mais voilà, en tout cas, ça peut des fois amener l'arrêt d'un sportif s'il doit payer toute la saison lui-même de sa poche. Ça fait des sommes conséquentes. Et donc, malheureusement, des fois, on a des sportifs qui nous disent je vais continuer en loisir, en compétition, je ne peux pas suivre parce que personnellement, je ne peux pas, le club ne peut pas. Les aides, les sponsors, vu que je ne suis pas connu et médiatisé, donc j'ai pas de sponsors. Et voilà, en fait, des fois, il y a énormément de sportifs qui restent sur le bord de la route. Sur la question des moyens toujours, quelles sont les relations avec les collectivités territoriales ? Est-ce qu'elles essayent de vous aider ? Est-ce qu'elles sont embêtées ? Alors je rejoins un petit peu ce que vous disiez sur le fait que mes collègues de sport là, que le département vraiment a fait un effort par rapport à la problème financier qu'ils peuvent connaître actuellement. C'est vrai qu'ils ont fait un effort en maintenant pratiquement la totalité des aides qu'ils nous apportent, et ça a été un gros soulagement parce que c'était une grosse inquiétude pour nous, pour comité, mais aussi indirectement pour les clubs qui aussi dépendent un petit peu des subventions qui peuvent être accordées. Donc ça a été vraiment un soulagement qu'on a pu ressentir, et que surtout qui nous a permis aussi de pouvoir s'y consolider, parce que derrière ça aussi, des fois il y a des emplois, donc du coup il faut pérenniser, et ces emplois, ça permet aussi de développer la pratique au quotidien. Nous en plus on a des publics qui peuvent être en difficulté on va dire financière, des travailleurs, on appelle ça des travailleurs des AT, ou certains qui n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas capacité de pouvoir travailler, donc du coup leurs finances sont impactées des fois par une discipline, donc nous c'est au maximum de pouvoir les accompagner et de trouver d'autres solutions. C'est vrai que l'idéal, ce serait de trouver des partenaires, mais bon, vu qu'on est peu médiatisé, donc on a peu de partenaires extérieurs, je parle des entreprises, et qui viennent nous solliciter, ça arrive. Mais c'est souvent le cas parce qu'ils sont eux-mêmes confrontés à l'handicap de leur enfant ou aux membres de leur famille. Après, nous, on essaie de développer un peu le partenariat avec certaines sociétés pour essayer de faire valoriser dans le cadre de journées inclusives. Alors ça commence à se mettre en place. Alors je pense que du coup, les Jeux Olympiques a été aussi un vecteur pour aider à rencontrer ces personnes, voilà. Et du coup, on essaie de développer d'autres moyens qui étaient peut-être qu'on n'avait pas réfléchi. On avait peut-être d'hypothèses de ressources financières qu'on n'avait pas mis en avant, et donc du coup on essaie de développer de plus en plus le partenariat extérieur. Simon Béguet, vous faites le même constat ? Oui, tout à fait. On a été soutenu par le département, et ça, effectivement, c'était une grande inquiétude pour beaucoup. D'autres n'ont pas eu cette chance. Donc, nous, on essaye de se rapprocher de toutes les collectivités. On observe que, en termes de clubs très locaux, les communes, les mairies aident beaucoup en fournissant ce qu'elles peuvent, notamment des infrastructures, du matériel. Donc les clubs se débrouillent au niveau local. Nous, on essaye de développer tout ce qu'on peut. On va chercher peut-être des infrastructures auxquelles on n'avait pas l'habitude d'aller avant. On se rapproche, oui, comme disait Joël, de plusieurs entreprises. Il y a une sensibilité, je pense, quand même, avec les JO qui sont arrivés. Donc, on parle quand même beaucoup plus d'inclusion. Donc, il y a des entreprises qui cherchent à faire des sensibilisations auprès de leurs salariés, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on voit arriver de plus en plus.
Donc oui, c'est sûr que on essaye de garder les relations existantes avec les collectivités et d'en créer des nouvelles. Et effectivement, on essaye de surfer sur cette vague-là. Vous parliez de l'inclusion, il y a un dispositif qui a été créé en 2008 qui s'appelle Label Valide Handicapé, Tout à fait. qui récompense les clubs, qui met l'accent sur l'accueil des licenciés en situation de handicap. Est-ce que vous voyez de plus en plus de clubs dits pour les valides qui créent vraiment des structures adaptées? Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui a pris une ampleur, mais je veux dire qui n'a pas attendu les Jeux Olympiques. Il y avait déjà C'est ça. Il y avait déjà cette idée pour des clubs de pouvoir aussi, parce que souvent ils avaient des personnes en situation de handicap, du coup, donc soit certains étaient dans des sections, d'autres étaient dans les activités, on va dire, du droit commun, mais du coup, des fois un peu à la marge. Et c'est vrai que ce label, ça permet aussi au club de peut-être aussi prendre un virage à 360 degrés sur le handicap, voilà. Et se dire que du coup, tout le monde a sa place dans le club. Et aussi, ce label, ça veut aussi récompenser les efforts de ces clubs-là. Et je pense que ce côté valorisant, c'est important. Il faut le mettre en avant. Et du coup, nous, c'est notre travail, mais au niveau des deux comités, de mettre en avant aussi ces clubs-là qui, du coup, qui étaient à la base des clubs, on va dire, entre guillemets, ordinaires, juste pour un terme générique, et qui se disent, il y a la place pour tout le monde. Donc, on a régulièrement des demandes de labellisation et on encourage même des clubs qui, dans cette démarche-là. Et vous, Frédéric, qui avait le point de vue éducateur, bien accueillir tout le monde, ça demande des adaptations particulières pour les entraîneurs? Il y a bien sûr, si c'est possible d'avoir une formation, ça peut aider. Et après, c'est la recherche de chacun, la curiosité, l'envie de travailler avec ce public, ça aide. Et après, c'est aussi le cœur de ton club. Si dans ton club, on te donne, ta mission, c'est de travailler avec ce type de public en situation de handicap, il faut qu'ils te mettent les moyens, donc peut-être une formation, peut-être du matériel adapté. Donc après, c'est en travaillant avec les comités. Donc ils peuvent aider les clubs en disant tel matériel peut être utile pour tel public. Donc il faut pas avoir peur. Les clubs ne doivent pas avoir peur de rentrer en contact avec les comités, avec des personnes qui sont déjà dans le milieu. Pour des fois, en fin de compte, on parle de matériel, mais des fois, franchement, c'est juste une réadaptation d'un exercice, d'une situation. Des fois, on n'a pas forcément besoin de matériel, c'est juste dans les consignes. Simon Béguès, ça fait peur à certains clubs d'adapter leur pratique ? Complètement. On a plein de clubs, comme a dit Joël, qui nous appellent pour le label. Alors ça marche très bien, ils ont très envie, mais c'est très souvent panique générale. Qu'est-ce que ça va faire le label ? Ils se demandent s'ils vont avoir samedi prochain 50 personnes en situation de handicap qui débarquent pour faire de la boxe et ils n'ont aucune idée de comment leur mettre les gants. Alors que finalement, c'est que des petites adaptations à connaître. Et nous, justement, comité des fédérations spécifiques, on est là pour ça, apporter de l'expertise, des conseils, des formations. Nous, comité de sport adapté handisport, on fait beaucoup aussi des journées qu'on appelle des journées place au club, c'est-à-dire qu'on intervient là où le club est, dans son local, dans son gymnase. On amène du public en situation de handicap qui nous connaît, nous, comité handisport, et on passe une journée à tester la pratique avec eux et on apporte toute l'expertise qu'il faut. Donc oui, ça peut faire peur, mais il manque souvent, comme dit Fred, pas grand-chose pour que ça se passe très bien, très vite. Il y a une appréhension peut-être des clubs et des entraîneurs, mais aussi des licenciés valides, s'entraîner, jouer avec des personnes en situation de handicap. Là aussi, il y a un travail de sensibilisation à faire ? Oui. Je dirais oui et non. Un petit peu parce qu'il y a toujours après la première appréhension de la rencontre. Et souvent aussi l'appréhension de dire mais s'il y a une situation qui dérape, comment on va réagir ? Et c'est vrai que là je rejoins sur le sens où du coup sur le rôle des comités aussi d'être présent, de pouvoir aussi accompagner. Alors je dis que comité, mais aussi des clubs. Des clubs qui sont affiliés à chacun des deux comités, qui ont aussi ce rôle-là de pouvoir accompagner au maximum ces nouveaux
ces nouveaux adhérents, on va dire, et qui permettent aussi à ces clubs-là peut-être aussi enlever une idée, une difficulté, je veux dire, anticiper sur une difficulté qui des fois n'a pas lieu d'être. Pour moi, c'est un des rôles principaux du label, c'est de venir aller chercher dans le tissu associatif déjà existant des moyens de proposer du handisport ou du sport adapté dans des clubs qui existent déjà. Là où nous, on manque un peu de moyens et de matériel, de moyens humains pour aller dans peut-être des loins un peu plus éloignés. Parce qu'évidemment, Bordeaux Métropole, il y a du monde, donc les gens sont proches, c'est un peu plus simple de se déplacer, donc de trouver des infrastructures et des clubs pas loin de chez soi. Mais quand on est au fond du Médoc, pour faire du handball et quand on est en fauteuil, c'est quand même difficile. Donc l'objectif du label, c'est de pouvoir aller au club de handball du coin et d'essayer de trouver une adaptation là. Et c'est souvent par ce processus-là que le club de handball nous appelle, soit nous, sport adapté, handisport, en nous demandant, j'ai Martin, 8 ans, il veut faire du handball, il est en fauteuil, comment on fait ? Et là, on enclenche toute la démarche. Et très souvent, les éducateurs se prennent au jeu très vite et se disent, ok, en fait, c'est possible, c'est pas si compliqué. Il y en a pour 1 ou 2 ans de formation, d'expertise, de recherche de financement pour le matériel. Et si tout va bien, dans 2 ans, on peut avoir une équipe de handball fauteuil. Vous avez parlé un peu tous les trois des équipements et du matériel. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut, aussi bien en Gironde qu'en Nouvelle-Aquitaine ? Alors malheureusement, je crois que c'est le constat pour tout le monde et il manquera toujours un matin. Je prends l'exemple là, on a la difficulté actuellement, c'est de trouver des lignes d'eau pour les piscines. Hein. Voilà, je pense que c'est un problème qui est pas lié qu'au sport adapté ou au handisport, qui est lié vraiment à la pratique de cette discipline-là. Je rejoins sur le fait que quand même les collectivités jouent quand même le partenariat au maximum quand on les sollicite. Souvent, ils arrivent à trouver des espaces pour nous permettre de pouvoir pratiquer et de faire pratiquer nos licenciés. Mais voilà, on fait le même constat que toutes les disciplines sportives, que ce soit valide ou non valide. Il n'y a pas un avant-après. Voilà. Il n'y a pas une augmentation, je veux dire, d'infrastructures sur le territoire, sur notre territoire exponentielle par rapport aux Jeux Olympiques. Et là, nous, notre espoir, en tout cas, en handisport, parce que ça concerne évidemment plus les fauteuils roulants, on n'avait pas espoir, ou en tout cas, on ne rêvait pas d'avoir de nouveaux gymnases, mais on a un peu appuyé là-dessus et on a voulu vraiment quand même parler de la réadaptation des gymnases existants qui datent quand même de maintenant une bonne trentaine d'années et qui n'ont pas forcément les normes aujourd'hui pour accueillir des sportifs en situation de handicap. Donc c'était ça un peu l'objectif aussi, de mettre en avant que y a des gens, ne serait-ce que pour aller voir les Jeux paralympiques, avaient du mal à accéder aux infrastructures qui accueillaient les Jeux. Donc c'était des choses qu'on voulait aussi profiter de la vague des JO pour en parler. Frédéric Villeroux, vous qui avez été athlète, des structures qui manquent ou qui ne sont pas adaptées, c'est aussi un frein pour la performance de l'athlète ? Oui, parce que par exemple, si tout à l'heure on revenait sur le sportif qui est à Libourne ou un peu plus loin, si malheureusement le seul club qui est adapté et de haut niveau est à Bordeaux, il doit faire 1 heure de transport, 1 heure d'aller-retour. Donc voilà, ça empiète sur la récupération, sur le travail. Donc oui, malheureusement, c'est en milieu ordinaire, si on a envie de faire du badminton, je pense que là, il y a 3 clubs autour de la salle, on peut en faire. Du handball, fauteuil, je pense que déjà, il faut faire quelques heures, peut-être. Mais voilà, c'est assez compliqué. Déjà, c'est des sports peut-être qui sont en train de se développer grâce aux Jeux paralympiques. Mais en tout cas, les disciplines sont encore un peu loin du lieu de pratique des pratiquants. Je vous ai réunis tous les 3 parce que vous participez aux journées Parasport de Talence. L'idée, c'est notamment d'encourager de nouvelles personnes à adhérer au club. Quels sont les premiers retours que vous avez eus ? Ça a commencé cet après-midi. Eh bien, top. Sur la parole, qui était plus présent que moi, du coup. Et oui, on a des bons retours. On a eu 200 personnes, je pense, qui sont passées sur la manifestation aujourd'hui. C'est top, beaucoup d'établissements, beaucoup de jeunes. Donc ça a très bien marché. L'objectif, c'est de mettre en lien un public un petit peu éloigné, justement, et de faire rencontrer les clubs existants, déjà. Et ça marche très bien avec des clubs labellisés, justement. Évidemment, il y a des clubs affiliés à la fédération directement, donc organisent aussi des compétitions qui ont des sportifs depuis des années. Mais on a surtout invité des clubs labellisés qui, justement, ont besoin de ce petit coup de pouce pour passer l'appréhension, d'encadrer du public spécifique. Et donc là, ils sont
à l'aise parce qu'on est à côté, nous les deux comités, on a des sportifs qui viennent nous voir un peu connus, un peu de haut niveau, qui du coup sont à l'aise à montrer leurs démonstrations, etc., leurs pratiques. Donc on a un encadrement qui est vraiment top et on a plus d'une quinzaine de disciplines à tester. Donc c'est vraiment... Lesquelles on a des sports de combat, taekwondo, judo, on a des sports de raquette, badminton, tennis de table, on a des sports co, que ce soit en fauteuil ou adapté, mal marchand ou cécité. On va avoir du cécifoot, Fred va venir nous voir après-demain, il me semble. On va avoir de l'escalade, des sports de précision, tir à l'arc, sarbacane, tir à la carabine laser. Voilà, donc il y a tout un panel à tester. On met en avant les jeux chez lesquels on a eu de la réussite aux Jeux paralympiques, évidemment. Et ça marche très bien. Et on met en avant aussi, bien sûr, des associations partenaires qui viennent parler un peu, que ce soit le quotidien du handicap, du matériel adapté à trouver, des financements à trouver. Le comité olympique nous soutient aussi depuis 2 ans et sera présent sur la manifestation. Donc voilà, il y a une bonne énergie qui sort de tout ça. Et donc on espère que tout le monde va pouvoir en profiter. Et n'hésitez pas à venir nombreux. Alors c'est la rentrée pour les clubs, les associations. En ce moment, c'est le boom des inscriptions dans les clubs. Je voulais vous faire réagir sur une nouveauté de cette rentrée, c'est la modification du passeport. Désormais, il n'y a plus de passeport pour les moins de 14 ans. Le passeport, c'est cette aide qui permet aux familles les plus démunies d'avoir une subvention pour inscrire leur enfant dans les clubs de sport. Ça, c'est un frein vraiment pour les inscriptions. Oui, c'est un frein, bien sûr, mais que ce soit pour tout public, je veux dire, à un moment donné, ça avait été instauré pour aussi faire un boom un petit peu, aussi aider les familles les plus diminuées à venir à la pratique. Et c'est vrai que d'enlever cette aide, et venant juste après les Paralympiques, bon, je pense que tous les comités n'ont pas compris cette démarche-là, sachant qu'en plus, bon, ils veulent cibler vraiment les 14 ans, mais la pratique, elle se fait à tout âge, je veux dire. Pas loin de chez moi, et des enfants qui on parle du handball, mais qui peuvent pratiquer à partir de 4 ans, le handball, par exemple. Donc du coup, moi je trouve que c'est quand même, là je dirais que c'est vraiment un coup de frein à la pratique sportive, mais pour tous les publics. Frédéric Villeroux, une réaction ? Là aussi, c'est catastrophique. C'est pareil, parce qu'on augmente dans un sens, mais on enlève la plupart des autres des sportifs. En fait, quand on a rajouté 20 €, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais par contre, on enlève je ne sais pas combien de millions de personnes. Donc, c'est dommageable, parce qu'on se dit, après les Jeux, on va essayer de devenir un pays plus sportif. Pas dit sportif, j'ai dit plus sportif, pour rendre le sport pour tous accessible, et en fait on le diminue en fait. Sur la question aussi des scolaires, la semaine dernière, l'UNAPI, qui représente les élèves en situation de handicap, disait notamment qu'il y avait beaucoup d'élèves concernés qui, n'avaient pas de solution de scolarité, et 2, pour ceux qui en avaient, c'était moins d'une dizaine d'heures. Ça les prive de sport scolaire. Là aussi, c'est dommageable. Ah oui, alors pour nous, c'est un bilan catastrophique. Nous, techniciens du milieu, on ne comprend pas. Alors parce que ça nous paraît évident tous les bienfaits que l'EPS peut apporter. Nous, en termes d'appel à des parents qu'on reçoit toutes les rentrées début de saison, on a des parents qui nous disent mon enfant n'est pas accepté en cours de PS, il ne peut pas pratiquer parce que il est unijambiste, parce qu'il a tel handicap, que sais-je, et c'est inadmissible. Alors on se bat, on prend le temps avec l'établissement, d'appeler le chef d'établissement, d'appeler l'enseignant de PS. Les enseignants sont très souvent ouverts à la discussion pour trouver des solutions. Évidemment, c'est pas facile quand on a un élève en situation de handicap dans une classe de 30. Les conditions à l'école sont déjà ce qu'elles sont. Donc on jette pas la pierre du tout aux enseignants, loin de là. Mais il y a des problématiques ressenties dans toutes les écoles, évidemment, et encore une fois, que ce soit handi comme valide, le nombre d'heures de PS a baissé, le nombre de profs de PS a baissé, le nombre de moyens qu'on donne à des compétitions extrascolaires, UNSS ou autres, baisse énormément aussi. Donc il y a des projets évidemment locaux qui fonctionnent un peu. On peut avoir une classe sport ou une classe Ulysse par exemple, classe qui composée d'enfants en situation de handicap qui ont besoin d'adaptation scolaire.
scolaire font peut-être un peu plus de sport, mais c'est vraiment un travail de fond à refaire en entier, qui est extrêmement difficile. Et en ça, nous, on y participe un peu à notre échelle, parce qu'on va faire des sensibilisations dans des écoles. Il y a quand même, pendant la période des Jeux, on a beaucoup d'écoles qui nous ont appelés, élémentaires, aussi collège, lycée, pour venir faire une sensibilisation auprès de leurs élèves. Et très régulièrement, nous, la réaction qu'on a eue des enseignants de PS, c'est « Est-ce que vous pouvez pas me laisser un contact parce que j'ai un élève qui n'a pas fait de PS cette année et on pourrait peut-être trouver une solution pour l'année prochaine. » Frédéric Villeroux, il y a un vrai travail à faire, notamment dans les établissements scolaires, pour sensibiliser à cette question. Oui, bah là, comme Simon disait, c'est en fait quand nous, je sais que le SAM, ça fait des années qu'on travaille sur ça. En fait, quand on vient dans les écoles amener, avant c'était un regard pour les déficients visuels, donc un accompagnement pour les enfants déficients visuels. Et à partir de cette année, on est sur le multi-type d'handicap. Et voilà, et le contexte, c'est ça, c'est en fait quand il y a beaucoup de problématiques, soit l'enfant, non, il va pas faire du sport, il faut qu'il aille faire ses rééducations, ou le professeur peut ne pas être formé. Voilà, s'il faut, c'est le médecin qui donne une contre-indication, des fois c'est les parents, et voilà, et malheureusement, la personne qui est lésée, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui va pas au sport, et ça c'est triste parce que c'est le sport, comme on disait, il y a plein de valeurs grâce au sport. C'est la confiance en soi, la confiance aux autres, échanger, partager et pratiquer. Ça il y a pas de prix, je vais dire. Et donc il faut que le sport soit adapté à tout le monde et que tout le monde puisse faire du sport. Il y a aussi la question de la santé avec la sédentarité et les addictions aux écrans. Il y a aussi un vrai travail à faire, c'est ça ? Oui, et là, tous les collégiens qui sont derrière leur console, je sais pas, à l'époque, on était dehors en train de courir, de sauter, de jouer au foot, de jouer au rugby, de s'amuser, et que malheureusement, l'informatique a amené des avantages comme des inconvénients, où malheureusement, les inconvénients, c'est d'être mort, isolé, et d'être amoureux des jeux de console, tout ça, mais en fait, il n'y a rien de mieux que d'être dehors et de faire du sport, et pour la santé, d'être dehors, c'est une joie. Une dernière question, Joël Domecq. Vous représentez le sport adapté qui recoupe des handicaps qui ne sont pas visibles. C'est encore plus difficile de convaincre les gens de changer les choses ? C'est sûr, c'est encore des fois plus difficile parce que du coup, il y a cette différence entre ce qui est visible, comme on peut voir au niveau de l'handisport, et ce que l'invisible chez la particularité de nos sportifs. Donc du coup, des fois, il y a l'incompréhension de certaines situations qui font que du coup, c'est une méconnaissance de l'handicap. Et bien du coup, les personnes, ça peut être donné un frein, des fois dans la pratique. Voilà. Alors moi, je rejoins aussi ce que disent au niveau du scolaire, parce que c'est vrai que nous, on est confrontés énormément aussi à ces problématiques-là. Excusez-moi, j'ai un petit chat à la gorge. Mais aussi, là, c'est un petit coup de gueule que je fais aussi. Alors ça, c'est personnel, mais bon, partagé aussi par mes collègues. C'est aussi les établissements spécialisés qui jouent pas le jeu non plus. Moi, je suis issu aussi du spécialisé. J'ai travaillé pendant longtemps dans des établissements comme l'IME. Et je trouve que, du coup, moi, quand j'ai connu, il y avait des éducateurs sportifs qui étaient présents. Et malheureusement, de plus en plus, dans un cadre d'inclusion, ou du fait que, du coup, l'établissement est partagé entre des temps scolaires et des temps en établissement, et bien, on a sacrifié le sport. Et pourtant, pour moi, le sport, c'est peut-être le premier vecteur d'inclusion pour un jeune qui est en difficulté. Parce que des fois, dans le sport, malheureusement, la pratique, des fois, ça permet aussi de lisser. Du coup, des fois, il y a des sportifs qui montrent des prouesses qui peuvent être différentes, qui peuvent être au-delà d'autres personnes lambda. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Je vous rappelle, les journées Parasport de Talent, c'est jusqu'à jeudi. En attendant, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo. Puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. Avant votre émission politique, ça fait débat. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.